Donc, re-bienvenue. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler un petit peu de modularisation, des pièges à éviter, des bonnes pratiques, des petites choses qu'on aurait bien aimé savoir avant de commencer de la modularisation. C'est un talk qui est assez dense, donc il va falloir s'accrocher un petit peu. Néanmoins, il y aura une petite pause au milieu du talk pendant laquelle vous pourrez éventuellement poser quelques questions pour rattraper quelques informations qui vous auraient échappé. Et il y a un t-shirt à gagner pour le premier qui lève la main et le premier qui a une question. Euh, quand ce sera les questions et les réponses. C'est un t-shirt, pardon, Android Makers, l'édition en bleu. C'est une édition collector, non? Et c'est taille L, oui, pardon, c'est peut-être ça que vous vouliez comme information. Pardon. Merci. Et sans transition, avant de commencer, donc moi je m'appelle Elliot et je suis lead dev Android au Bon Coin. Généralement, quand on parle de modularisation, on commence par un monolithe. C'est comme ça que toutes les apps Android commencent, surtout si elles ont commencé il y a quelques années. On va rapidement voir pourquoi est-ce qu'un monolithe, c'est pas super top comme pratique, surtout pour scaler. Le premier point, c'est que c'est pas forcément super évident à organiser. Tout le code est au même endroit, tout le code est un peu mélangé. C'est pas forcément super évident à appréhender. Quand il y a des nouveaux qui arrivent, il y a du code un peu partout, on ne sait pas trop ce qu'on doit regarder, ce qu'on ne doit pas regarder. Souvent, c'est du code spaghetti, malheureusement. Tout est un peu mélangé, tout est accessible d'un peu partout, même si on a les modifieurs de visibilité, c'est assez facile de changer et d'arriver à accéder à une autre classe. C'est plus difficile de tester, puisqu'on teste un module, un monolithe à la fois. Les limites de responsabilité ne sont pas forcément toujours claires, encore une fois, même si on peut définir des guidelines, en fait, il n'y a rien qui définit clairement l'ownership de chaque fichier de code. Comme tout est mélangé, généralement, c'est source de conflit Git. Et encore une fois, comme on a un seul module, généralement, les temps de compilation sont un peu plus longs. Donc Google pousse beaucoup à la modularisation depuis quelques temps. Ils mettent en avant plusieurs types d'architecture. Et c'est marrant parce que du coup, Martin a mentionné Now in Android qui innove encore une fois sur les principes d'architecture. Pourquoi est-ce qu'on fait de la modularisation? Le premier point, c'est que ça permet de compiler des choses en parallèle. On a un petit exemple ici d'une application super simpliste, une app qui a deux features. Quand j'appuie sur Run, qu'est-ce qui va se passer? Comme mes deux features elles sont indépendantes l'une de l'autre, elles vont pouvoir compiler en même temps, et donc ça va me faire gagner du temps sur mon temps de compilation global. Une fois que mes deux features elles seront compilées, je vais pouvoir compiler mon app. Jusque-là, normalement, ça va. Le deuxième point qui est bien sympa de la modularisation, c'est que ça permet d'éviter de faire de la compilation inutile. Est-ce que je tiens mal le micro? Est-ce que ça coupe de temps en temps? J'ai l'impression que ça coupe. Non, super. Donc ça permet d'éviter de faire de la compilation inutile. Si on reprend notre petit exemple de l'application qu'on a compilée tout à l'heure, imaginons que je fais une modif dans ma première feature. Donc je vais devoir recompiler ma première feature. Quand j'appuie sur Run, qu'est-ce qui va se passer? Uniquement la feature que j'ai modifiée va être compilée et donc je ne vais pas avoir besoin de compiler la deuxième feature. Enfin, la modularisation, c'est pratique parce que ça met des définitions assez claires sur les limites des modules. De quel module, finalement, ça définit une responsabilité au niveau du module. On sait à qui appartient un module et on sait qui en est responsable. Une des manières de modulariser qui a été poussée il y a quelques années, c'est celle-ci, c'est-à-dire c'est sur le modèle de la clean architecture avec les trois couches, la couche de présentation, la couche domaine et la couche data. C'est un bon début, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui scale très bien, puisque imaginons que je dois rajouter un petit repository dans la couche data. Ce qui va se passer, c'est que je vais devoir recompiler toute la couche data, et donc tous les autres repositories, ce qui, vous l'imaginez, ne scale pas, puisqu'au fur et à mesure que j'en ajoute, mais je dois en recompiler toujours plus, toujours plus, toujours plus. La deuxième manière de modulariser, ce serait plutôt par feature. Donc ça se représenterait un peu comme ça. C'est déjà un petit peu plus scalable que le premier système, puisque quand je fais une modification dans une feature, je ne recompile que la feature, et quand je vais ajouter des nouvelles features, je vais le faire de manière indépendante des features existantes. Ce n'est pas forcément non plus idéal, puisque quand je vais faire par exemple une modification dans un repository d'une feature, je vais quand même devoir recompiler toute la feature, donc aussi ses éléments UI, aussi ses éléments métiers. Donc j'ai toujours de la compilation un petit peu inutile. Oui.
Cette slide n'est pas au bon endroit. Ce qu'on peut imaginer aussi comme type de modularisation, c'est un mix entre les deux. C'est de la modularisation par couche et par feature. Et donc, à ce moment-là, la feature, ça devient un concept abstrait qui est une réunification d'un module de présentation, d'un module de domaine et d'un module de data. Et donc, à ce moment-là, c'est super parce que si je fais une modification dans un module data d'une feature, je ne recompile que le truc que j'ai modifié. Et donc là, j'optimise vraiment mes temps de compilation. Ça peut être pratique aussi ce système puisque ça permet de partager certaines briques entre des features. Enfin, entre des features. Et donc encore une fois, le concept de feature, ça devient un concept un peu abstrait puisque ma feature là, c'est juste la réunification de mon module de présentation, mon module domaine, mon module data. Mais du coup, j'ai une autre feature à côté qui en fait utilise le même data et le même module domaine. Et donc on rementionne à nouveau Now in Android qui a été open sourcé il y a quelques semaines. Eux, ils fonctionnent sur un module sur une modularisation un petit peu différente. Ils ont toujours des modules de features, mais ils utilisent plutôt des modules utilitaires, si on peut dire ça, comme des modules Core Model, Core Data, Core UI. Et donc c'est plus des modules qui s'apparentent à des librairies externes qu'on aurait l'habitude d'utiliser, comme par exemple la librairie Activity, KTX, la librairie des fragments, etc. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que quelqu'un veut gagner un t-shirt? Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Tu peux poser une question, Martin, si tu veux gagner le t-shirt. Ok, bon bah si... Ah, bah, on peut laisser le t-shirt en jeu, si tu veux être fair play. Ouais. Cette flèche, elle représente plus un principe de la clean architecture qu'un principe de la modularisation. Ça s'appuie sur le principe d'inversion de dépendance. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que ton domaine dépende de ta data, la data va essayer de répondre à un contrat qu'expose le domaine. Qu'est-ce que ça permet, ce truc? Le vrai gros avantage, c'est que ça rend ton domaine agnostique de ta plateforme. C'est-à-dire que ton domaine, lui, il expose juste un contrat. Il lui dit juste, j'ai besoin de quelque chose qui va me fournir un utilisateur, un user. Et donc, c'est le module data qui va se conformer à ce contrat pour lui fournir un utilisateur. C'est des flèches. Alors, oui, pardon, je vais essayer de répéter la question. La question d'origine, je la répète un peu tard, c'était pourquoi est-ce que le module data dépend du module domaine et pas l'inverse? Et donc, il faudra revenir un petit peu en arrière sur la vidéo pour avoir la réponse. Et la deuxième question, c'était, pardon. Oui. Est-ce que ça correspond aux dépendances Gradle? Si. Du coup, ces dépendances qui sont matérialisées dans les principes de la clean architecture, mais qui se matérialisent aussi dans vos dépendances Gradle. Alors, c'est pas des choses, c'est uniquement des guidelines. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut respecter à la lettre, qui est imposé. Mais si vous voulez respecter la clean architecture, vos dépendances Gradle devront ressembler à ça. Et dans tout ce talk, les dépendances qui sont les petites cases qui sont à l'écran représentent des modules, et donc les flèches représentent leurs dépendances, et donc c'est bien des modules Gradle et des dépendances Gradle. C'est ça que ça représente. Alors, oui, je vais essayer de répéter la question en retirant le piège. Ce qui est pratique du fait que la data dépende du domaine, c'est que le domaine expose le modèle qu'elle attend. Et donc, ça permet de centraliser ce modèle, finalement. Que je peux avoir plusieurs repositories qui me fournissent un utilisateur. Et oui, pour la petite anecdote, au Boncoin, on n'a pas totalement respecté la clean architecture et on a inversé cette dépendance pour des raisons historiques de facilité, je pense. Est-ce que je me permets d'enchaîner? Cool. Donc on a rapidement vu comment modulariser dans les grandes lignes, et là on va essayer de faire un tour de tous les petits pièges qui peuvent se présenter à nous. On va y aller crescendo, c'est-à-dire qu'au début ce sera des pièges un petit peu du quotidien qu'on peut facilement éviter ou contourner, et à la fin ce sera des pièges un peu plus structurels et
et des choses qui sont utiles à savoir quand on commence à modulariser. Le premier gros piège, c'est que plus on modularise, plus on doit créer de modules, et c'est peut être très fastidieux de faire ça à la main. Le truc qu'on vous conseille, c'est d'essayer de faire un petit script. Aujourd'hui, c'est relativement facile d'écrire des scripts puisque Kotlin permet de le faire. Nous, on en a créé un qui prend un template. Un template, c'est quoi? C'est un module dans lequel il y a des trous. Quand on exécute notre script, on spécifie quel type de module on est en train de créer, quel est le nom de notre module, et qui va être le propriétaire de ce module. Et donc le script, il va aller récupérer ce template, il va aller copier les fichiers, il va aller remplir les trous, et à la fin, il va créer notre module. Pour la petite anecdote, c'est Simon, ici présent, qui a créé ce truc-là, et je pense que tout le monde le remercie au quotidien, parce que c'est bien pratique. On pourra lui donner le t-shirt. J'avais prévu une petite démo de ce truc-là, histoire de vous indiquer à quoi ça ressemble. Je n'arrive pas à zoomer avec une main. Yes. C'est à peu près visible? Oui, super. Donc ce petit script, typiquement, il nous demande quel type de module on veut créer. Là, je vais essayer de créer une librairie Android, donc c'est l'option 2. Je vais lui spécifier son nom, my library. Son propriétaire, a priori c'est moi, Elliot, super. Et à la fin, il génère tout un tas de fichiers. Et donc il y a la liste des fichiers qui sont ici. Encore une fois, super pratique, ça fait gagner vachement de temps au quotidien. Donc on vous encourage à faire un petit truc comme ça. Si on a le courage, on essaiera de l'open sourcer. Oui. Pardon. Le deuxième piège qu'on peut rencontrer concernant la modularisation, c'est que une fois qu'on a créé notre module, peut-être qu'on a automatisé cette partie-là, c'est aussi chiant parce qu'il faut l'include dans notre projet. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que Kotlin, c'est super pratique puisque ça permet d'écrire une petite méthode Gradle qui va parcourir vos dossiers, qui va essayer d'include automatiquement tous les modules. Donc, c'est quelques lignes de code qu'on peut copier-coller, récupérer quelque part ou écrire de notre tête et qui va nous faire gagner plusieurs minutes, voire heures. Je passe rapidement parce que je pense que le code n'est pas forcément super pertinent et qu'on pourra le retrouver après en ligne. Le troisième piège, qui est pareil, c'est plus une question de syntaxe et contraintes du quotidien, c'est que plus on modularise, plus on ajoute des dépendances entre ces modules, et donc on doit déclarer ces dépendances de cette manière. Du coup, c'est vraiment des strings, c'est pas du tout typé. C'est assez facile de faire une petite faute et de se rendre compte qu'après une synchronisation dans le studio, on s'est trompé. Pour ça, il existe cette feature de Gradle qui est assez récente, qui s'appelle le TypeSafe Project Accessor, qui s'active du coup avec le flag à l'écran. Et cette feature, elle sert à quoi? Elle sert en fait à typer l'accès au projet, donc au module de notre projet. Et c'est super pratique parce que du coup, ça propose l'autocomplétion et on a moins de chances de se tromper de module grâce à cette autocomplétion. Pour la petite anecdote, c'est une feature qui est un peu différente dans le truc dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Gradle Version Catalog, qui s'active de la même manière. Et cette feature, elle sert à la même chose, mais pas pour les modules de notre projet, mais pour les dépendances externes de notre projet. Et donc là, typiquement, on peut accéder à la librairie Android X Core KTX de manière typée et avec de l'autocomplétion. Et pour la petite anecdote, version catalogue, ça se base sur un fichier TOML, je pense que ça s'appelle comme ça, dans lequel on définit la version de nos dépendances et le chemin de notre dépendance. Là, on commence à toucher aux problèmes un petit peu plus structurels. Jusqu'à présent, on a vu des problèmes un petit peu du quotidien qu'on peut facilement contourner ou ignorer. Le gros problème quand on modularise et qu'on crée de plus en plus de modules, c'est que notre temps de configuration, il augmente. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le temps de configuration. Quand on lance une exécution Gradle, ou quand on appuie sur Run sur Android Studio, il se passe deux grosses étapes. La première étape, c'est l'étape de configuration. C'est l'étape pendant laquelle Gradle va évaluer tous les modules qui existent, toutes leurs dépendances les unes avec les autres, et va essayer d'établir une liste de toutes les tâches qu'il doit effectuer. Une fois qu'il a fait cette liste, on passe à l'étape d'exécution. Et donc en fait, c'est prendre la liste des tasks qui a été générée et exécuter chacun de ces tasks. Et l'étape d'exécution, c'est typiquement celle qui nous génère à la fin un APK, un AAB, etc.
Et donc la solution magique pour éviter que notre temps de configuration il augmente, c'est cette feature géniale de Gradle qui existe, qui s'appelle le configuration caching. C'est une feature relativement récente, ou en tout cas qui est stable depuis relativement récemment. Et une fois qu'elle est activée, cette feature elle nous permet en fait de skipper totalement la phase de configuration, sous condition qu'on ait configuré au moins déjà une fois notre projet. Le problème suivant, qui est encore plus structurel et qui est encore moins évident, c'est que quand on crée beaucoup de modules, on crée des relations entre eux et on se retrouve très rapidement avec un truc comme ça, qui est un truc un peu brouillon. On ne sait pas trop quel module dépend de quoi, pour quelles raisons, et oui, on ne maîtrise pas forcément les dépendances entre nos modules. Alors que ce qu'on voudrait, c'est sûrement plutôt un truc comme ça, avec au sommet notre module application, qui dépend de toutes nos features ou toutes nos couches UI, qui elles-mêmes dépendent de métiers ou d'utilitaires, etc. Et pour forcer le fait d'avoir quelque chose comme ça, et pour essayer de l'automatiser, nous on utilise un petit outil qui s'appelle Module Graph Assert. C'est un plugin Gradle qu'on peut retrouver sur Internet. Il en existe plusieurs dans le même genre. C'est un module qui permet de mettre en place des règles de dépendance entre vos... C'est un plugin, pardon, qui permet de mettre en place des règles de dépendance entre vos modules. Typiquement, ce qu'il y a à l'écran, là, c'est la règle suivante, c'est que uniquement le module app, donc le module qui est au sommet, peut dépendre des features. Une librairie, un use case ou un repository, il ne peut pas dépendre d'une feature. Et donc à la compilation, si on ajoute une feature dans un repository, bah, ça va péter. Le sixième problème dont on va parler, c'est ce qu'on appelle les mauvais modules. Qu'est-ce que c'est un mauvais module? Pour ça, on va prendre l'exemple d'une petite application qui est un module de navigation qui dépend d'un util, common et core. Comme l'exemple qu'on a vu au début, si je fais une modification dans util, ce qui va se passer, c'est que ça va invalider util, c'est-à-dire que je vais devoir le recompiler. Mais comme navigation dépend de util, bah, il y a de très fortes chances que je doive à nouveau aussi recompiler navigation. Et donc on comprend très vite que plus navigation a de dépendance, et plus j'ai de risques de devoir invalider et de devoir recompiler navigation. Si on met ça sur un petit graphe, avec en abscisse le nombre de dépendances d'un module, ce qu'on veut, c'est qu'un module ait le moins de dépendances possible. Parce que ça veut dire qu'il a le moins de risques possible d'être invalidé et de devoir être compilé. Donc nous, on estime que 0 dépendance, c'est le must. C'est-à-dire qu'un module qui n'a pas de dépendance, bah, a priori, le seul moment où on le recompile, c'est quand on le modifie ce module en lui-même. Et un module qui a 20 dépendances, c'est vraiment les trucs à éviter, c'est trop de dépendances. Au même titre que navigation, il avait beaucoup de dépendances, il se peut que beaucoup de modules utilisent navigation. Et donc, ce qui se passe quand navigation est invalidé ou est modifié, c'est que toutes mes features sont invalidées ou sont modifiées. Et donc, on comprend vite que si je dois recompiler navigation, je dois recompiler toutes mes features, et donc je perds un temps fou. Même chose, du coup, on peut sortir un graphe qui, cette fois, en ordonnée, liste le nombre d'usages. Et donc, ce qu'on veut, c'est qu'un module il soit utilisé le moins possible. Alors, a priori, s'il est utilisé 0 fois, c'est qu'on a un problème parce que c'est que votre module ne sert à rien. Mais il faut quand même qu'il soit utilisé de manière assez faible. Et donc, pareil, on estime qu'un module qui est utilisé plus de 20 fois, c'est les choses à éviter. Et donc, si on croise ces deux graphes, on se retrouve avec un truc comme ça. Et c'est là où on peut commencer à discerner les bons modules des mauvais modules. A priori, un bon module, c'est un module qui a... Je n'ai pas voulu mentionner les chasseurs, mais... oui. Oui, un bon module, c'est un module qui a des dépendances, mais pas trop, oui. Mais surtout aussi qui a des usages, mais pas trop. Que d'autres modules dépendent de lui, mais pas trop. Et à l'inverse, un mauvais module, c'est un module qui a énormément de dépendances et dont énormément de modules dépendent. En vrai, ce graphe, il est un petit peu biaisé parce qu'il ne prend pas le facteur de modification. C'est-à-dire que si j'ai plein d'activities qui dépendent d'un module, mais que je ne touche jamais à ce module, bon, a priori, ce n'est pas un si mauvais module que ça, parce que je ne le recompile jamais, parce que je ne fais jamais de modification dedans. Pour la petite anecdote, il y a Slack qui a open sourcé leur plugin Gradle récemment, et ils ont dans ce projet-là une classe qui s'appelle ModuleStat, qui justement calcule un score pour chaque module en prenant en compte tout ce qu'on vient de dire. Ils prennent en compte plus de choses, mais ils prennent en compte ce dont on vient de parler.
Et j'ai aussi rajouté cette slide il y a une demi-heure parce qu'il se trouve qu'il y a un mec de Tinder qui a fait un talk à la DroidCon SF il y a quelques jours sur ce sujet-là, sur ce sujet de... ça s'appelle la théorie des graphes, tous ces trucs-là. Donc il rentre clairement beaucoup plus en détail dans ces sujets. Et j'ai mis le lien des slides et normalement la vidéo devrait être up d'ici quelques semaines, j'imagine. Donc il rentre beaucoup plus en détail dans tous ces principes de dépendance et usage. L'avant-dernier problème qu'on va investiguer, c'est le problème de critical path. Donc c'est un concept assez barbare. Pour ça, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est le critical path. Si on prend une application relativement simple, donc j'ai une app qui dépend d'une feature qui elle-même dépend de librairie. Quand je vais appuyer sur Run, ce qui va se passer dans mon app, c'est que je vais devoir compiler utils, puisque c'est le module qui est au plus bas dans mon arbre. Une fois qu'utils est compilé, je vais pouvoir compiler core, parce que core dépend de utils. Ensuite, je vais pouvoir compiler navigation, puisque navigation dépendait de ces deux modules. Une fois que navigation est prêt, je vais pouvoir compiler ma feature, et donc on remonte jusqu'au bout. Et on comprend bien que du coup, là j'ai modularisé mon app, j'ai 5 modules, mais en fait ça ne m'a rien apporté, parce que ces modules, j'ai dû les compiler les uns après les autres. Ce qui veut dire qu'en fait, ils sont tous sur le chemin critique. Le chemin critique, c'est quoi? En fait, c'est le fait que pendant la compilation d'un module, je n'ai rien pu paralléliser, je n'ai rien pu faire d'autre. Pour la petite anecdote, si vous utilisez Gradle Entreprise, il y a une super feature dans la timeline qui permet de mettre en avant les modules qui sont sur le chemin critique. Donc c'est une petite checkbox qui n'est pas forcément évidente à trouver, mais une fois qu'elle est checkée, elle met en avant, et c'est les blocs bleus, tous les modules qui sont sur le chemin critique. Et pour résoudre le problème, on peut par exemple imaginer que je vais casser la dépendance entre navigation et core. Et cette fois, ce sera mon app qui va dépendre de core. Donc j'ai peut-être déplacé 2-3 classes pour que ce système-là fonctionne. Mais si on recompile mon application, ce qui va se passer, c'est que utils va être compilé à nouveau tout seul puisqu'il est en bout de branche. Par contre, je vais pouvoir compiler core et navigation en même temps, puisque navigation ne dépend plus de core, et donc n'a plus besoin d'attendre que core soit disponible pour être compilé. Et donc là, je gagne du temps, puisque je parallélise la compilation de modules. Donc une fois que navigation et core sont compilés, je vais pouvoir compiler ma feature, et après je vais pouvoir faire mon app. Et donc cette fois, le chemin critique, il se trouve entre utils, navigation et feature, puisque c'est ces modules-là que j'ai dû compiler sans pouvoir en compiler d'autres. Et donc a priori, c'est à ces modules-là que je vais devoir m'attaquer si je veux réduire encore plus mon temps de compilation. Encore une fois, le petit outil qu'on a mentionné tout à l'heure, ce plugin module graph assert, il permet de forcer une taille maximum d'arbre. Si on lui met une taille maximum de 4 et qu'on modifie nos dépendances Gradle et qu'il se trouve que cette taille elle augmente, et ben, il va casser à la compilation, il va nous dire bah non, tu ne respectes pas les règles que tu as mis en place. Ce plugin, il est encore plus génial puisqu'il peut nous lister aussi quel est notre chemin le plus long de dépendance entre les modules. Et très souvent, ce qui se trouve, c'est que c'est le chemin le plus long. Au sein du chemin le plus long se trouve le chemin critique. Très très souvent, c'est ce qui se passe. Et donc c'est ça qui vous permet d'identifier les dépendances éventuellement à briser ou celles à modifier. Et encore une fois, ce module, il est vraiment génial. Il permet de sortir un graphe comme ça de vos dépendances. Ce plugin, pardon, je fais le lapsus plusieurs fois entre plugin et module. Ce plugin, il est génial parce qu'il vous permet de sortir les dépendances au sein de votre projet entre les modules. On en arrive enfin au dernier problème. Je n'ai pas du tout de timer. Okay, ça va. C'est que même si on prend en compte tous ces concepts, même si on a en tête tous ces concepts et qu'on essaie de mettre en place toute cette bonne pratique, ce qui va se passer, c'est que notre temps de compilation il va continuer d'augmenter. Parce qu'on ajoute du code, on crée des modules, on ajoute des dépendances, etc. Et la solution qu'on a adoptée au Bon Coin et qui est une solution un peu magique, c'est ce concept de sample apps. Une sample app, ça a différents noms suivant les boîtes. Ça peut s'appeler des demo apps ou des dev apps. L'idée d'une sample app, c'est que c'est une application qui est designée pour ne faire tourner qu'une seule feature. Donc si on reprend notre graphe au début, notre application principale, elle a plein de features. Une sample app, qu'est-ce que ça va faire en fait? Ça va être une application qui va dépendre que d'une seule feature. On a un petit exemple de vidéo. Ici, on a créé une application pour cette feature qui sert à signaler un utilisateur. Et donc, c'est vraiment une application en standalone. Et quand je la lance, je tombe directement sur ma feature. J'imagine que vous l'avez compris. Le gros intérêt de ces trucs-là, c'est que comme je compile
qu'une partie de mon application principale, qu'une seule feature, mes temps de compilation, ils diminuent énormément. Typiquement, au Boncoin, on est passé de 3 minutes en moyenne pour compiler toute l'application à environ 20 secondes pour compiler une feature. La conséquence de ça, c'est que les développeurs, ils sont quand même vachement plus heureux parce qu'ils ont vachement moins de temps mort, de temps d'attente, de Android Studio qui souffre, enfin le Mac qui souffre parce qu'Android Studio tourne à balle, etc. Et un side effect ou un bonus de tout ça, c'est ce qu'on peut appeler les configurable launchers. Et on va voir juste à la fin ce que c'est. On va disséquer un petit peu à quoi ça ressemble une simple app. Nous, on les a créés avec Ilt, et on va voir pourquoi est-ce que c'est génial, et pourquoi est-ce qu'on vous conseille de faire comme ça. Une simple app, encore une fois, c'est une application, c'est une vraie app, donc on va devoir lui appliquer le plugin Android Application. Comme on utilise Ilt, on lui applique aussi le plugin Ilt. Dans ces dépendances, normalement, on retrouve très peu de choses. On retrouve la feature qu'on doit tester, et on retrouve un common qu'on a créé, nous, qui est en fait un petit utilitaire qui regroupe plein de choses, plein de classes utiles pour les simple apps. Parmi ces utilitaires, il y a une classe abstraite, Ilt Sample Application, qui nous sert à faire tout un tas d'initialisations, donc rien de très nouveau. Et donc toutes nos simple apps vont hériter de cette Ilt Sample Application. Comme elles utilisent Ilt, elles utilisent la fameuse annotation Ilt Android App, et c'est tout. Une simple app, il n'y a pas plus de code. Ça marche entre autres grâce à la magie de Ilt. Et donc on va essayer de voir vite fait pourquoi. Si on reprend notre application principale, donc notre application qui a toutes les features, elle est aussi annotée en tant que Ilt Android App, parce que c'est une app qui tourne sur Ilt. Donc notre app principale, elle dépend aussi de notre feature, parce que notre feature, elle est en prod dans notre application principale. Et notre feature, elle a cette fameuse annotation install in, qui lui permet en fait d'être disponible, si on vulgarise, dans l'application principale. Et donc, lorsque notre simple app intervient, notre simple app elle a aussi l'application Ilt Android App, comme on vient de le voir, elle dépend aussi de notre feature. Et comme notre feature elle a déjà cette annotation install in, en fait elle est déjà disponible et elle peut déjà tourner dans la simple app. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des simple apps de une ligne de code, comme on l'a vu juste au-dessus. Le dernier fichier qu'on n'a pas forcément vu, c'est le manifeste de notre simple app. Là, il n'y a rien de bien nouveau. Notre simple app, elle a un nom. Ok, super. Elle a éventuellement un icône, si vous voulez faire des choses custom marrantes. Elle a une activity launcher, donc on va voir juste après ce que c'est. Et elle utilise un truc qui s'appelle le shared user ID, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on rencontre tous les jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre simple app, elle n'a aucun moyen de communiquer avec l'application principale. Et c'est bien le but, parce que si elle devait dépendre de l'application principale, en fait, on perd l'intérêt de simple app, puisque pour compiler ma simple app, je devrais compiler mon application principale. Pourtant, ça peut être pratique d'accéder de temps en temps à des données. Typiquement, si je stocke mon utilisateur dans les shared pref, je peux avoir besoin d'utiliser les shared pref de mon application principale. Et en fait, c'est ce que permet le shared user ID. Le shared user ID, il permet de partager des données entre les applications, dont les shared préférences. À noter que ce truc-là est évidemment déprécié. L'alternative, c'est les content providers. Je pense que vous comprenez pourquoi est-ce qu'on garde ce système-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que les simple apps, c'est vraiment un outil de développement. C'est pas un truc qui finit en prod. Donc en fait, utiliser un système déprécié, c'est moins dramatique que si notre app terminait en prod. Et enfin, on en arrive à ces launchers configurables dont on parlait tout à l'heure. Comme ma simple app, c'est une application qui est totalement indépendante et qui ne finit pas en prod, je peux y mettre des écrans qui me permettent de lancer ma feature avec certaines conditions. Typiquement, là, j'ai une simple app qui lance un écran de paiement. Et je peux lui spécifier l'ID du paiement. Et donc, si je veux tester mon parcours avec un paiement qui a échoué, un paiement qui est trop grand, un paiement fractionné ou quoi que ce soit, je peux tester mon scénario de manière super facile. Donc, les launchers configurables, c'est top parce que ça ne fait pas partie de l'application principale. Ça nous permet de tester plein de scénarios différents et ça nous permet aussi de naviguer très vite vers ma feature. J'ai pas besoin si je veux tester un paiement, j'ai pas besoin de trouver l'utilisateur que je veux payer, de rentrer ma carte bleue ou quoi que ce soit. Et c'est aussi pratique les configurable launchers parce que comme c'est des écrans qui finissent pas en prod, ça peut faire l'objet d'expériences. Typiquement, on va adopter Compose au Boncoin dans les prochaines semaines. Et en fait, les premières choses qu'on va migrer, ce sera sûrement ces petits écrans qui ne terminent pas en prod, qu'on peut très bien casser parce que c'est des outils de développement et en fait, les seuls malheureux, ce sera nous. Si on fait un petit récap rapide, on a parlé un peu de tooling. On a parlé de tous les petits outils, tous les outils qu'on a mentionnés sont listés ici. On a parlé de pratique.
Qu'est-ce que c'est un bon module? Qu'est-ce que c'est un mauvais module? On a très rapidement mentionné Gradle entreprise et on a parlé des simple apps. Comment est-ce qu'on peut mettre des simple apps en place avec Ilt et quel est l'intérêt? Merci, j'espère que je n'ai pas été trop long. Est-ce qu'il y a une question? Oui, allez. La question c'était, est-ce que ça nous est déjà arrivé qu'à force de modulariser, deux features et une ressource ayant le même nom? Et donc potentiellement il y a des conflits, il y a une ressource qui est écrasée ou quoi que ce soit. Je pense que ça nous est arrivé, néanmoins il y a des petits tips pour éviter ce genre de choses. Typiquement c'est possible dans un module de préciser un préfixe. Dans ton module tu peux lui dire, le préfixe de mon module c'est Toto. Et du coup le linter il va te forcer à ce que toutes les ressources commencent par Toto. Donc c'est un des moyens d'éviter ça. Je réfléchis s'il y en a d'autres. C'est déjà pas mal. Bravo pour le t-shirt. D'autres questions? La question c'est, est-ce que le configuration cache marche en remote? À ma connaissance, non. À ma connaissance. Mais je me trompe peut-être. Est-ce que quelqu'un veut amener son grain de sel? Ouais. Ok. Bah, c'est peut-être possible. Du coup, à creuser. Et du coup, on utilise la configuration cache qui, j'ai pas donné de chiffres, mais quand on a beaucoup de modules, la phase de configuration que je vais réafficher à l'écran très rapidement, ça peut prendre jusqu'à 3-4 minutes. Et donc c'est 3-4 minutes sur chaque compilation. Donc l'activer, c'est-à-dire que c'est un flag à activer et qui nous fait gagner quasiment 3-4 minutes sur chaque compilation. Et ça marche. Oui, ça marche. Le truc à noter, c'est que ça marche jusqu'à ce que quelqu'un crée un nouveau module. Si j'ai un nouveau module, que je rebase ma branche, bon, bah, je dois refaire ma configuration parce que tous mes tasks ont changé. Mais c'est au niveau de la temps de compilation, je pense que c'est en termes de rentabilité, c'est des gains gigantesques pour très peu d'investissement. Et la question c'est est-ce que ça arrive pas trop souvent que des nouveaux modules soient créés et qu'en fait du coup la configuration cache soit invalidée? Et est-ce qu'on ne se retrouve pas à éviter de pull justement pour garder notre configuration cache? Trop souvent, je ne sais pas, ça arrive et c'est vrai que c'est dommage. Ça arrive. J'aimerais bien que ce soit moins fréquent et que ce soit peut-être plus intelligent parce que aujourd'hui le système n'est pas forcément super intelligent. C'est-à-dire que si j'assemble mon application, il va calculer la configuration, il va la stocker dans le cache. Par contre, si je décide d'installer mon application, a priori, c'est juste à l'assembler plus l'installer, bah, il recalcule tout quand même. Il ne réutilise pas le cache dans notre task. C'est-à-dire c'est vraiment chaque tâche qu'on veut exécuter a son propre cache de configuration. Il n'arrive pas à les partager entre les tâches. Merci. J'en profite pour sauter à la dernière slide et juste vous dire que si ces sujets-là, ça vous intéresse, Le Bon Coin a un Twitter, il y a aussi un blog tech et on recrute. On a une grosse équipe, on est plus de 30 développeurs Android.
Donc on a énormément de modules. Et si tous ces sujets vous intéressent, je serai très content d'en parler avec vous et éventuellement de vous voir en entretien. Combien de modules on a? Aujourd'hui, on en a plus de 500. Et donc vous comprenez pourquoi est-ce que ce genre de problématiques, c'est des problématiques un peu du quotidien. Ouais. Merci beaucoup.